Tout près rugit l'Etna, aux éboulis effrayants. Parfois, il éclate en lançant vers le ciel un nuage noir, fumé de poix tourbillonnante et de cendres incandescentes, soulevant des boules de feu qui vont lécher les astres. Parfois aussi, il crache et projette des rocs et des entailles qu'il arrache à la montagne. En gémissant, il accumule dans les airs des laves en fusion et bouillonne au plus profond de la terre. D'après la légende, le corps d'Encélade, à demi consumé par la foudre, s'est écrasé sous cette masse, et l'Etna énorme posé par-dessus souffle des flammes qui s'échappent de ses fournaises brisées. Chaque fois que le géant remue son flanc fatigué, ses grondements ébranlent la Sicile tout entière. Le ciel se couvre d'un voile de fumée. Première fois que j'ai dormi dans un petit village sur les pentes de l'Etna, j'étais surprise par le rapport très étroit qui existe entre le volcan et les citoyens de Catane. J'étais chez une amie et pendant la nuit, je me suis réveillée, surprise par le bruit produit par l'Etna. J'étais terrifiée, je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est ça, il y a des bombes ou quoi? Et il m'a dit ne t'inquiète pas, il s'agit seulement du volcan qui respire. En fait, le rapport que les gens de Catane, que les citoyens de Catane ont avec l'Etna, c'est un rapport presque familière. Il s'agit d'un membre quelque part de la famille. Les Phéniciens auraient ainsi dénommé le volcan lors de leur arrivée en Sicile au 8e siècle avant Jésus-Christ, bien avant l'apparition de la langue latine. Dans tous les cas, ce qui caractérise cette montagne, pour les anciens, est bien sûr sa capacité, en apparence surnaturelle, à cracher du feu, comme ils le disaient eux-mêmes. On trouve dans la mythologie gréco-romaine une explication univoque de l'activité volcanique de l'Etna. Avant l'arrivée des hommes sur Terre eut lieu une terrible guerre pour la domination du monde entre, d'une part, les Titans, un groupe de divinités géantes et monstrueuses, et d'autre part les dieux de l'Olympe, menés par Zeus, futurs vainqueurs de ce conflit. C'est le géant Encelade qui serait à l'origine de l'activité volcanique de l'Etna. Combattant aux côtés d'Athéna, il aurait tenté de déserter le champ de bataille, à la suite de quoi celle-ci, pour le punir, le blesse de sa lance et l'enterre sous le mont Etna, alors une simple montagne. C'est ce que nous relate Virgile dans l'Énéide. On lit dans d'autres récits antiques que c'est Typhon et non Encelade qui auraient été enterrés vivants sous le volcan, mais l'explication du phénomène volcanique reste fondamentalement la même. En parallèle de ces légendes, il existait des tentatives d'explication plus rationnelles. À vrai dire, la grande majorité des savants antiques se sont un jour posé la question de l'origine des phénomènes volcaniques. C'est Aristote qui, le premier, tente d'expliquer l'origine de ce feu souterrain. Il serait dû à la chaleur provoquée par le frottement des vents lorsqu'ils s'engouffrent sous la terre, dans des failles ou des brèches présentes à la surface. Le poète et scientifique romain Lucrèce fait sur ce point fausse route. Il reprend plus ou moins l'explication d'Aristote et considère que l'Etna est une montagne entièrement creuse dans laquelle s'engouffreraient les vents marins. Ceux-ci secoueraient alors la montagne et feraient fondre, par frottement, le granit contenu en son sein, granit qui ressortirait du sommet sous forme de lave. Malgré la grande imprécision minéralogique de Lucrèce, qui considère que l'Etna est fait tout entier de cavernes de granit, il est le premier à analyser la lave comme de la roche fondue. Le dernier scientifique ancien à avoir jeté les bases de la volcanologie moderne est le romain Pline l'Ancien. Ses études sur le volcanisme se sont appuyées non pas sur l'Etna, mais sur le Vésuve, près duquel il avait une maison de campagne. Il est le premier à avoir systématisé le lien entre séisme et éruption volcanique, puisqu'il note que, en général, un ou plusieurs tremblements de terre précèdent l'éruption. Par la suite, l'Etna a continué d'être vu comme les portes de l'enfer, comme en témoignent les représentations qu'on pouvait en faire sur les cartes du Moyen-Âge. Intéressons-nous à la vision de l'Etna à une autre époque, du XVIe siècle à nos jours. Nous sommes ici dans le monastère des Bénédictins, le deuxième plus grand d'Europe, qui a été en partie détruit par cette coulée de lave datant de 1669. Nous allons utiliser les cartes, qui peuvent paraître être un moyen de représentation relativement objectif, et pourtant, elles nous montrent une vision changeante du volcan. Jusqu'en 1800, le volcan est représenté en éruption sur quasiment toutes les cartes de Sicile, ce qui montre qu'il est un élément indissociable de l'île. Regardez cette carte marine, appelée Portulan, datant du XVIe siècle. On peut penser que l'Etna se trouve au centre d'une rose des vents, et ses coulées de lave indiquent les points cardinaux. C'est un phare, un repère central de la Méditerranée. Plus tard, au XVIIe siècle, il est généralement représenté avec des flammes au sommet, comme s'il abritait une fournaise.
Au Moyen-Âge, la croyance que les volcans brûlent et crachent des flammes est assez répandue, même parmi les scientifiques. Ainsi, le physicien, égyptologue et médecin Kircher écrit au XVIIe siècle à propos du Vésuve: Quand je parvins finalement au cratère, ce fut très dur à supporter. Le sommet entier était parcouru de flammes, tandis que le soufre brûlant et le bitume produisaient des vapeurs insupportables. C'était l'enfer. Seuls les démons manquaient pour compléter le tableau. On retrouve la même idée dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. On appelle volcan des montagnes brûlantes et qui jettent du feu, des flammes, de la fumée, des cendres chaudes, avec plus ou moins de violence et en quantité plus ou moins grande. Le mont Balalouanoum dans l'île de Sumatra jette des flammes et de la fumée, de même que le mont Etna. L'éruption de 1669 est une des plus importantes de l'histoire de l'Etna, comme le montre ce plan. Une bouche s'est ouverte sur le flanc sud-est de l'Etna, d'où une coulée de lave est sortie. Ce plan peut presque être qualifié de description scientifique de l'éruption. Nuées ardentes, bombes, voiles de fumée en altitude, coulées de lave. En quelques mois, cette coulée a traversé une partie de la ville de Catane jusqu'à la mer. Nous voyons ici les restes de la coulée de 1669 sur laquelle sont directement construites la plupart des maisons. Les rues principales suivent la direction de la coulée, des tunnels de lave sont aménagés pour relier les propriétés privées, et les pavés ainsi que les maisons sont construits en basalte, c'est-à-dire en pierre volcanique. Ce matériau est pratiquement utilisé puisqu'il abonde dans la région et qu'il est très solide. Ce château était initialement construit sur une falaise au bord de la mer. On peut voir ici les restes de la coulée de 1669 qui ont rempli les douves. La coulée a ensuite poursuivi son chemin vers la mer, où elle a repoussé le littoral d'1 kilomètre, ce qui explique qu'aujourd'hui on se trouve en plein centre-ville. Puis viennent à partir de 1800 des représentations scientifiques de l'Etna. La compréhension des phénomènes géologiques va radicalement changer la vision du volcan. On intègre les coulées de lave au réseau hydrologique, on représente la topographie dans les moindres détails alors qu'elle change tous les 2 ou 3 ans, à chaque nouvelle éruption. À partir de 1800, l'Etna n'est plus beaucoup représenté sur les cartes, et le seul signe volcanique qu'on lui attribue est un panache de fumée. Et depuis 2000, on le représente avec de la neige au sommet. Pourtant, des neiges éternelles étaient présentes sur l'Etna au Moyen-Âge aussi. Beaucoup de ces cartes sont à but touristique. L'Etna ne fait plus aussi peur qu'avant, et on cherche à le mettre en valeur pour attirer du monde sur ses flancs, alors même que les risques liés à une éruption ne cessent de croître avec l'augmentation de la population et des infrastructures en contrebas. L'Etna, c'est une femme pour les gens de Catane, pour les citoyens. Il l'appelle la mer. C'est la première chose qu'il regarde lorsqu'il arrive ici avec l'avion. C'est la première chose dont il sent le manque lorsqu'il se trouve à l'étranger. Et bon, c'est vraiment une partie de la famille. C'est quelque chose qui détruit d'une part, mais qui permet la reconstruction d'une autre part et qui donne de la nourriture, pas seulement au point de vue physique, avec la fertilisation, on peut dire, du terrain, mais aussi au point de vue mental. Dans ce flux moyen d'ouest, le relief colossal de l'Etna va être à même de créer un microclimat. Tout d'abord, sur la montagne même, le gradient thermique de 7 degrés par 1000 mètres va faire que quand il fait 30 degrés à Catane, il fait à peine une dizaine de degrés au sommet de la montagne. Ensuite, les vents devant contourner la montagne, car il n'y a rien pour l'abriter du fait de sa hauteur, vont devoir accélérer au sommet de l'Etna et créer des vents très forts sur le cratère. Ainsi, au sommet de la montagne, il fait une température ressentie proche de 0 degré. Pas de surprise donc à ce que l'Etna se part d'un beau manteau neigeux en hiver avec des chutes de neige pouvant atteindre le mètre d'épaisseur à 2000 mètres d'altitude. En effet, les masses d'air devant s'élever pour contourner le relief, cela provoque des précipitations accrues. Mais en fait, pourquoi il pleut quand l'air passe au-dessus d'une montagne? L'effet de fun se produit au-dessus d'une montagne ou d'une chaîne de montagnes. L'air qui arrive lorsqu'on a un vent dominant est obligé de contourner la montagne en passant au-dessus.
Lorsqu'il monte, l'air refroidit par décompression. Alors il se condense, puisque comme quand on sort une bouteille du frigo qui est froide et que des gouttelettes se forment à l'extérieur de cette bouteille, le refroidissement provoque une condensation de l'eau qui peut précipiter et s'évaporer dans les basses couches de l'atmosphère. Ceci refroidit l'atmosphère et il fait froid sur le versant auvent de la montagne. Lorsque l'air arrive au sommet, il est déchargé de son humidité et en redescendant se réchauffe par compression. De l'autre côté de la montagne, il fait beau et chaud et la différence de température peut être de 10 degrés. Lorsque l'air est moins chargé en humidité, on a juste un petit nuage qui se forme au sommet de la montagne qui s'appelle un nuage lenticulaire. Dans le cas de l'Etna, c'est un peu différent. Les vents dominants sont d'ouest et on a la mer Méditerranée à l'est du volcan. De temps en temps, on peut avoir un rouleau de recirculation de fluide derrière la montagne. À ce moment-là, l'air sec qui passe au-dessus de la Méditerranée provoque de l'évaporation et, à nouveau chargé en humidité, en remontant sur la pente est, il peut provoquer des précipitations, si bien que les deux versants de l'Etna sont régulièrement arrosés. La recirculation derrière la montagne va être favorisée par la présence de la vallée d'Elbov, ce qui se voit assez bien en été par des remontées thermiques de nuages sur le flanc est de l'Etna. Cela explique aussi pourquoi les terres de l'Etna ont toujours été bien arrosées et ont toujours attiré des populations à ses pieds. Mais si les terres sont aussi fertiles, c'est aussi parce que ce sont des terrains volcaniques. Et pas n'importe lesquels. L'Etna est un volcan d'un type tout à fait particulier. On distingue trois grands types de dynamisme éruptif en fonction de la nature physique des produits émis lors de l'éruption. Si les produits sont majoritairement liquides, on parle de dynamisme effusif, c'est le cas des volcans que l'on trouve à Hawaï. Ensuite, si les produits sont plutôt à tendance gazeuse, on parle de volcanisme explosif, comme sur le mont Sainte-Hélène, où on a régulièrement des panaches de cendres. Enfin, si la majorité des produits est plutôt des bombes solides, on parle de volcanisme extrusif. On peut citer l'exemple de la montagne Pelée, où on a régulièrement des nuées ardentes qui dévalent les flancs du volcan. Évidemment, ces frontières sont très arbitraires et on trouve de nombreux volcans qui présentent plusieurs de ces types volcaniques. C'est le cas de l'Etna, qui présente un volcanisme de type mixte ou strombolien, c'est-à-dire qu'il rejette autant de gaz que de solide que de liquide. Quelles figures volcaniques trouve-t-on sur l'Etna? Donc sur l'Etna, on trouve deux types de coulées. D'abord, on a les coulées payoyoy. Il y a Popeye? Non, payoyoy, c'est un mot hawaïen. Ah. Mais ici, plutôt, on a des coulées AA. Pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce qu'elles sont toutes craquelées et que du coup, quand on marche dessus, on fait AA. Ah. Parmi les produits liquides émis, on distingue deux types de laves volcaniques. Les laves AHA, qui sont très visqueuses, donc qui s'écoulent difficilement comme du miel, car elles sont riches en silice. D'autre part, les laves Paroeoe, qui sont elles très fluides et s'écoulent facilement, car elles sont très chaudes et pauvres en silice. Ces comportements mécaniques différents sont à l'origine de structures différentes des laves. Prenons les laves AA. Elles sont très visqueuses, donc leur surface en contact avec l'atmosphère a le temps de se refroidir. D'autre part, elles sont également très riches en gaz volcanique, et lorsque les bulles de gaz remontent, elles viennent exploser à la surface et forment des cratères qu'on appelle des vacuoles. Ils forment également des blocs qui sont appelés gratons, et comme d'autre part, la base de la lave se refroidit également puisqu'elle est en contact avec le sol, cela va freiner l'écoulement de la coulée
et va provoquer l'effondrement des gratons le long de la pente d'écoulement. Ce qui donne du coup à la coulée cette surface fracturée qui fait très mal aux pieds quand on marche pieds nus dessus. Les laves Paoeoe fluent facilement en formant des boudins, comme une pâte à gâteau que l'on étalerait sur un moule, ce qui donne finalement des coussins parallèles et on parle de structure cordée. Dans le cas de l'Etna, la composition chimique globale du magma fait que l'on a plus de lave Aha que de lave Paoeoe. Mais le volcan n'a pas que des rejets solides et liquides. Il y a aussi des rejets gazeux, comme ces fumerolles qu'a découvert Basile sur le terrain. À part les coulées de lave, la principale menace pour les populations directement liées à la présence de l'Etna est représentée par les aérosols rejetés par le volcan. Un aérosol est l'ensemble des particules en suspension dans un gaz. Ici, il existe deux types d'aérosols. Quand on pense à aérosol volcanique, la première image qui nous vient en tête, c'est bien sûr celle de ces grands panaches de cendres qu'on voit se former au-dessus des volcans pour des éruptions. On dit cendres, mais il ne s'agit bien sûr pas de cendres type résidu de combustion, il n'y a rien de combustible dans un volcan. Là, il s'agit bien sûr de composés silicatés, verre volcanique, type obsidienne, quelques minéraux, à l'Etna, surtout des olivines, peut-être quelques pyroxènes, et quelques morceaux, fragments rocheux, donc souvent des fragments volcaniques arrachés au conduit. Sur les flancs de l'Etna retombe tout un ensemble de projections solides qui diffèrent en taille et en chimie. Les plus légères voyagent dans le panache et sont légères en raison des vacuoles dues au dégazage. C'est le cas des ponces. Un peu plus lourdes, qui sont un peu limites pour voler dans le panache, sont les scories. En effet, elles sont un peu plus denses. Enfin, ne passant pas par la case panache et retombant directement sur les flancs, on retrouve les bombes basaltiques. Une jolie photo ici prise depuis le port de Catane. Alors les aérosols primaires, ce qui les caractérise, c'est d'être solides, donc assez grossiers, allant du micromètre à plusieurs centimètres. Certains ont peut-être déjà entendu parler de téphra, donc très sensible à la sédimentation de la gravité, je disais, retombe au sol après quelques heures. Bon, à l'Etna, ils peuvent aller quand même jusqu'en Calabre, noircir les rues, noircir donc 300-400 km de distance du volcan, donc c'est pas mal. Et puis autour de l'Etna, à 10 km, on peut voir 10 cm de téphra au sol, donc ça perturbe bien la circulation automobile. Évidemment, ça perturbe la circulation, l'aviation. Les aérosols dits secondaires, c'est pas émis directement par le volcan émet des précurseurs, principalement des éruptions modérées et également par dégazage continu. Donc, comme ici le dégazage du soufre à l'Etna. Alors ces précurseurs, ce soufre va être transformé au contact de l'atmosphère en aérosols secondaires qui sont une source non négligeable de pollution, qui vont être pris par les pluies, les rendre acides. Donc d'un côté des aérosols primaires, les cendres, de l'autre côté des aérosols secondaires, principalement sulfatés.
Nous sommes à Pizzénéry, sur le flanc nord de l'Etna, à presque 3000 mètres d'altitude, proche des cratères sommitaux. La circulation générale en Méditerranée est d'ouest vers l'est, ce qui n'est pas surprenant à cette latitude, et le vent s'engouffrant entre l'Afrique et l'Italie provoque un flux relativement constant d'ouest-nord-ouest qui transporte les aérosols sur le bassin oriental de la Méditerranée. Tout commence avec l'émission des précurseurs par le volcan. Une fois dans la stratosphère, ce précurseur peut se mouvoir un certain temps avant de subir une oxydation photochimique en présence d'OH gazeux qui en fera de l'acide sulfurique. Tadam! Cet acide sulfurique nucléa alors autour de poussière pour former des agrégats de molécules, on parle dès lors d'embryons d'aérosols. D'autres molécules vont ensuite pouvoir venir condenser sur ces noyaux, formant des gouttelettes de plus en plus importantes. Les aérosols sont ainsi souvent transportés vers le bassin oriental de la Méditerranée et la Grèce. Parfois, lorsque la circulation des vents change, on les observe au sud d'autres îles comme Pantelleria ou Lampedusa. Outre les impacts économiques et logistiques énormes des éruptions stratosphériques, telles que celle de l'Eyjafjallajökull il y a quelques années, la pollution atmosphérique, bien sûr, que ça peut causer, les maladies que ça engendre, les aérosols stratosphériques ont pour impact majeur qu'ils sont le meilleur candidat pour contrebalancer aujourd'hui le réchauffement climatique grâce à leur albédo très fort. D'où l'importance de les prendre en compte dans les modèles de forçage climatique, ce qui n'est pas toujours le cas selon les modèles du GIEC. Pour comprendre l'effet des aérosols de l'Etna, intéressons-nous tout d'abord au bilan radiatif de la Terre. Dans cet exemple, sans atmosphère ni panache, le rayonnement visible produit par le Soleil est compensé par le rayonnement infrarouge émis vers l'espace et provenant de la Terre. Dans la réalité, il peut se produire un panache volcanique lors d'une éruption d'un volcan comme l'Etna, et le bilan radiatif que nous avons vu précédemment s'en retrouve modifié. Dans un premier temps, le rayonnement visible se réfléchit à la surface du nuage et repart vers l'espace, c'est ce que l'on appelle l'albédo, et le rayonnement infrarouge émis par la Terre se retrouve piégé entre la Terre et le nuage, car celui-ci réémet ce rayonnement vers la Terre, c'est ce qu'on appelle l'effet de serre. En réalité, ce qu'il se passe, c'est qu'il y a une atmosphère, c'est-à-dire une couche de gaz qui sépare la Terre de l'espace et qui joue le même rôle que le panache volcanique que nous avons vu à présent. Dans ce contexte, une équipe scientifique va ainsi observer les aérosols de l'Etna dans le Péloponnèse grec, à pratiquement 500 km du volcan. Je m'intéresse à la radioactivité des gaz volcaniques. Donc les gaz volcaniques sont très enrichis en éléments radioactifs descendants de l'uranium. Puisqu'il y a beaucoup d'uranium dans les magmas, il y a beaucoup d'uranium dans la Terre. Donc quand les magmas perdent leurs éléments volatiles, ils en perdent certains qui sont radioactifs. Et donc ils se retrouvent dans les panaches. Donc, par exemple, le polonium-210, dont on entend assez régulièrement parler. Donc le polonium, c'est un métal, donc en fait, il n'est pas présent comme gaz dans le panache. Il va se fixer sur des petites particules de poussière ou des petites gouttelettes liquides qui composent le panache et qui, notamment, peuvent lui donner cette couleur blanche quand il s'agit de gouttelettes d'eau. Donc pour les prélever, et pour pouvoir ensuite mesurer ces éléments et ces isotopes radioactifs, eh bien, il faut prélever cette poussière, prélever ces petites matières. Donc pour cela, eh bien, on utilise un système très simple, on filtre le panache. On utilise un aspirateur de voiture, alimenté par une batterie de voiture, c'est un système très rudimentaire. Et donc on vient aspirer le panache à travers le filtre, les petites particules de poussière ou les gouttelettes liquides viennent se fixer à l'intérieur du filtre, le gaz continu passe par derrière, et donc à la fin on récupère un filtre imprégné de cette radioactivité qu'on va pouvoir analyser au laboratoire. Nous sommes juste en dessous du cratère sud-est, apparu il y a environ 50 ans. Juste derrière moi, je trouve la vallée d'El Bové, qui descend progressivement vers la mer, vers le sud-est. Ce mouvement de descente est accommodé par des failles normales dont on ne connaît pas la profondeur à laquelle elles descendent. Au sein de la lithosphère, c'est-à-dire l'enveloppe superficielle cassante de la Terre,
il arrive que les contraintes, c'est-à-dire les forces exercées sur un élément de roche, s'accumulent de telle sorte qu'on ait rupture sur un plan. On observe alors la formation d'une faille, c'est-à-dire une surface de glissement à la faveur de laquelle deux compartiments se mettent en mouvement relatif. Ce mouvement est une conséquence de l'orientation des contraintes. On dit que la faille accommode un mouvement. Selon l'orientation des contraintes, le mouvement accommodé par la faille sera différent, et on distingue ainsi différents types de failles. Tout d'abord, les failles inverses, qui sont des failles qui répondent à des contraintes compressives et qui accommodent un raccourcissement horizontal et un épaississement vertical. Ensuite, les failles normales, qui répondent à des contraintes extensives et qui accommodent un amincissement vertical et un allongement horizontal. Nous sommes à plus de 20 km de l'Etna à vol d'oiseau, désormais tout proche de la mer. Il existe des failles à plusieurs composants. Par exemple, cette faille-là est une faille normale. Nous pouvons voir ce bloc-là qui descend par rapport à celui-là. De plus, on peut voir le mouvement sénestre, c'est-à-dire lorsqu'on se positionne comme ça, ce bloc-là se déplace vers la gauche. Ce mouvement permet d'accommoder la descente de la vallée d'Elbove. Nous nous trouvons au cœur de la vallée d'Elbove, qui est parcourue par de très nombreuses coulées de lave. Celle sur laquelle on se trouve date de 91-93. Et là, grâce à un GPS en temps réel, on vient de retrouver un point qui était enfoui sous 10-20 cm de téphra, donc ces pierres volcaniques qui sont tombées en décembre 2015 lors de l'éruption du cratère Moradjine. Donc on vient de retrouver un point GPS, c'est-à-dire un clou en fer planté dans la roche, qui avait été posé par Pierre Briol en 1997. Pas exactement à cet endroit-là, mais 3 mètres en amont. Et à cause de l'accumulation des coulées de lave et à cause de la déstabilisation du volcan, tous ces points ont glissé au cours des 20 dernières années d'environ 3 mètres vers l'est. Et donc en les remesurant aujourd'hui, on peut avoir exactement connaître l'ampleur de ce déplacement vers l'est. Cœur de la vallée d'Elbove, à un endroit où la coulée volcanique de 2003-2004, provenant directement de la zone sommitale qui est juste au-dessus de nous, a recouvert une certaine épaisseur de lave, 4 points qui avaient été installés préalablement en 1997. Et on vient de remesurer ces 4 points avec le GPS temps réel et de constater que la coulée de lave a des épaisseurs qui varient mais visiblement grandissent depuis 10 mètres sur le bord de la coulée là-bas, à peu près 400 mètres de nous, à 40 mètres juste en dessous de l'endroit où je me trouve. L'Etna est le produit d'un contexte géodynamique unique. Parlons de la convection mantélique, et pour cela, prenons un modèle simple. Une casserole d'eau dans laquelle vous faites cuire vos pâtes. Eh bien, en dessous, il y a une plaque chauffante et au-dessus, de l'air frais. Comment la chaleur fait-elle pour se propager de bas en haut? Il y a 3 manières de propager la chaleur dans les matériaux. La diffusion tout d'abord. En effet, les atomes sont reliés par des liaisons chimiques. Ces liaisons vibrent et c'est une manière de propager l'énergie, donc la chaleur. La convection ensuite. Au contact d'une zone chaude, la parcelle d'eau va se dilater et ainsi devenir plus légère que son environnement, ce qui la fait remonter par force d'Archimède. Inversement, au contact d'une zone froide,
la parcelle d'eau va se contracter et donc descendre par la force d'Archimède. Une troisième manière de propager l'énergie est la radiation, c'est-à-dire émettre des ondes comme le fait le Soleil. Mais ça ne nous concerne pas ici. Mais quand est-ce qu'on va avoir de la diffusion ou de la convection? Eh bien, il y aura de la convection quand la force d'Archimède sera favorisée, c'est-à-dire quand il y aura une grande différence de densité entre les parcelles chaudes et les parcelles froides. De la même manière, avoir un grand volume afin de créer de grands espaces pour la convection favorise cette dernière. A l'inverse, une grande viscosité du matériau, c'est-à-dire une incapacité à s'écouler, pensez par exemple à du miel que vous aurez du mal à faire s'écouler en passant avec votre cuillère, ou même à une roche, ou une autre manière d'augmenter la diffusion est d'augmenter ce qu'on appelle le coefficient de diffusion, c'est-à-dire la capacité d'un matériau à diffuser l'énergie. C'est-à-dire par exemple, prenez du métal, mettez-le au soleil, et bien vous verrez qu'il capte très rapidement la chaleur. Il aura un grand coefficient de diffusion. A l'inverse, une roche est un bon isolant thermique et donc par conséquent aura un coefficient de diffusion faible. Revenons à notre casserole. Eh bien, en raison des paramètres invoqués précédemment, nous aurons des zones de diffusion appelées couches limites aux extrémités, c'est-à-dire au contact des zones froides et des zones chaudes, et au centre, nous aurons ce qu'on appelle une cellule de convection. Vous venez donc de voir ce qu'est une cellule de convection. La partie descendante de la cellule de convection est ce qu'on appelle une zone de subduction. On a donc une plaque tectonique qui passe sous une autre. Dans le cas de l'Etna, la plaque qui plonge est la plaque africaine, et la plaque qui passe au-dessus est la plaque européenne. Lors du plongement de la plaque, les roches se réchauffent et l'eau qu'elles contiennent va se dégager et favoriser la fusion partielle des roches du manteau. Celles-ci vont remonter à la surface sous forme de magma et ressortir grâce à la formation de volcans. Ici, ces volcans se trouvent sur les îles éoliennes. Le cas de l'Etna est tout à fait particulier. Il s'agit d'une curiosité géologique, car il se trouve juste ici. Nous sommes ici sur les flancs de l'Etna, sur notre gauche, et nous surplombons la ville de Katan et la mer Ionienne. L'hypothèse actuelle la plus vraisemblable pour expliquer le volcanisme de l'Etna est la suivante. La partie océanique de la plaque qui plonge est composée de roches lourdes, car froides et vieilles, et plonge donc avec un angle important, sous son poids. En revanche, la Sicile est composée de roches continentales plus légères et plonge donc avec un angle moins important. Ceci crée une déchirure dans la plaque plongeante qui libère un espace par lequel les roches du manteau peuvent s'infiltrer, fondre et former du magma sous l'Etna. En plus des risques liés aux coulées de lave, il existe également des risques liés aux retombées de cendres pendant l'éruption. Les cendres peuvent en effet perturber le trafic routier, ferroviaire et maritime à l'échelle locale, mais également le trafic aérien à l'échelle mondiale, puisque des ponts aériens passent au-dessus de l'Etna. Par ailleurs, les cendres peuvent contaminer les rivières et les bloquer en formant des barrages, ce qui détruit les pompes et les stations d'épuration. Il faut donc évacuer la cendre le plus vite possible. Chacun est responsable du déblaiement de sa propre maison, un peu comme on le ferait pour la neige en montagne. Nato qua, cresciuto qua sempre, da 60 anni, non amo perché ora no, ma 2 anni fa, per 10 anni, cadeva sempre sabbia, buttava sabbia in aria e mi ha rovinato una macchina, un'automobile. Era fuori, le pietre l'hanno bucata tutte. I tetti, rimuovere la sabbia dai tetti è un gran lavoro per terra, toglierla, tanta di sabbia. Come si fa? Un risque est l'association d'un aléa et d'une vulnérabilité. L'aléa est un phénomène naturel prévisible que l'on décrit par une intensité, une fréquence et un lieu. La vulnérabilité, quant à elle, est une exposition au danger liée à la densité de population et à la qualité de la protection. L'Etna est un volcan sous haute surveillance. Depuis les 14 victimes faites durant ces derniers 30 ans, de nombreuses techniques ont été mises en place pour le surveiller au moindre soubresaut afin de prévoir l'aléa. Parmi ces techniques, on utilise des sismomètres
qui enregistre des micro-séismes générés par le mouvement de magma s'introduisant dans la chambre magmatique. Les inclinomètres, quant à eux, sont dispersés sur les flancs du volcan. Ils mesurent l'augmentation des pentes du volcan liée à son gonflement lors de la mise sous pression de la chambre magmatique. Leur grande précision permet d'observer de faibles variations de pente qui suggèrent une éruption imminente. L'imagerie satellite offre la possibilité de mesurer l'absorption lumineuse de certains composés, et ainsi d'en déduire la composition chimique des gaz rejetés. Malgré la diversité des techniques mises en place, il est encore possible de se faire surprendre par une éruption. C'est le cas de l'éruption de décembre 2015 qui n'a été prévue que 30 minutes à l'avance. Alors nous sommes ici dans la salle de contrôle de surveillance de l'ETNA et avec Boris qui va nous expliquer très rapidement quels paramètres on peut observer ici. Une des choses qui nous intéresse, c'est de surveiller l'ETNA. Donc il y a plusieurs paramètres et outils de contrôle comme les sismomètres. Donc ici on a des signaux sismiques, donc ça c'est des sismogrammes, des stations qui se trouvent au sommet de l'ETNA, sur les flancs de l'ETNA et dans d'autres zones de la Sicile. Ça c'est un des paramètres qu'on observe dans l'activité sismique. Et l'autre paramètre c'est effectivement le phénomène visible, mais aussi thermique, donc on a des télécaméras qui transmettent en direct des vidéos streaming visibles et thermiques. Et les deux sont liés à des systèmes d'alerte automatique ici dedans, qui nous aident à reconnaître qu'il se passe quelque chose, car s'il se passe quelque chose, il faut communiquer très rapidement. Il existe plusieurs niveaux d'alerte. En vert, le volcan a une activité discontinue. C'est l'activité habituelle du volcan. Les touristes peuvent monter au sommet accompagnés d'un guide. Ensuite, il y a le niveau jaune. Cette fois-ci, l'activité volcanique est continue et le volcan est en état de déséquilibre. Une éruption possible est à prévoir. Le niveau orange indique qu'une éruption est à prévoir de manière imminente qui peut toucher les zones agricoles et les infrastructures telles le téléphérique. En rouge, une éruption est à prévoir dans des zones habitables. Ça vaut exclusivement pour le trafic aérien. Donc c'est les niveaux de VONA, c'est les Volcano Observatory Nodes for Aviation. Et donc pour l'instant on est dans une situation de calme presque totale. Mais quand il se passe quelque chose, une activité volcanique qui pourrait éventuellement produire des cendres volcaniques, et celles-ci peuvent être un danger pour le trafic aérien, alors il faut avertir immédiatement. Et donc s'il se passe quelque chose, si avec la télécaméra thermique par exemple, on enregistre une activité explosive qui pourrait produire des cendres, ça fait lancer une alerte automatique s'il y a une bonne visibilité. Et dans ce cas-là, il faut immédiatement changer de niveau et aller de vert à jaune, ce qui veut dire qu'il se passe quelque chose. Et pour finir, si j'ai bien compris, c'est très difficile de donner un temps pour estimer la prochaine éruption. Quelle était la dernière éruption et comment vous avez pu prévoir Alors, effectivement, quand l'ETNA ne donne pas des signaux indicatifs d'une éruption imminente, il y a très peu qu'on peut dire. On peut dire statistiquement, l'ETNA a fait des éruptions chaque année. Et la dernière, elle a eu il y a plus que 14 mois. Donc ça, c'est déjà un intervalle long. Et là, ça nous fait penser, bon, ça va finir plus tard. Mais on dit ça depuis un an. Et pendant que l'ETNA nous a parfois donné des signaux qui semblaient, mais à la fin, l'ETNA a décidé différemment. Et pour l'instant, il n'y a pas d'éruption. Normalement, avant une éruption sur le flanc, on voit déjà pendant des semaines, parfois même des mois avant, on voit une certaine évolution, surtout en termes d'activité sismique et de formation du sol. Ce qu'on n'a pas pour l'instant. Avant une éruption au sommet de l'ETNA, les phénomènes peuvent évoluer extrêmement rapidement. Il est théoriquement possible que là, maintenant, il n'y a rien, et dans une demi-heure, il y a une grande fontaine de lave. La dernière éruption de l'ETNA, le 27 avril de l'année dernière, j'étais assis là, c'était la nuit, on était sur jaune et on était monté sur orange là. Et le matin, on voyait avec les télécaméras qu'il y avait effectivement un panache sur l'ETNA, mais c'était la nuit, donc on voyait
rouge et noir, mais on ne voyait pas ce que c'était ce panache. Si c'était, on voyait qu'il était chaud, mais on ne voyait pas si c'était du gaz chaud ou s'il y avait aussi des cendres. Donc je suis dû monter sur le toit pour faire une photographie à exposition longue pour capter le plus possible de la lumière qu'il y avait déjà, car ils avaient déjà appelé de l'aéroport à 4 h le matin. Disons, bon, on va commencer avec les opérations, comment est la situation, est-ce qu'il y a des cendres? Et donc là, je suis monté et j'ai effectivement vu dans ma photographie qu'il y avait un gros panache de cendres. C'est pour ça qu'on a toujours la surveillance 24 heures sur 24, chaque jour. Nous sommes ici sur la coulée de 1983, qui a été en partie détournée grâce à des explosifs, à la construction de digues artificielles et à des canaux en aval. Ces mêmes mesures ont également permis de détourner la coulée de 2002 et de sauver des infrastructures touristiques de haute altitude telles que la station de funiculaire que l'on voit juste derrière moi. Si les coulées de lave menacent les centres de population, la Guardia Civile, la garde civile, a la responsabilité de faire évacuer les habitants. Les projections de poussière ne représentent pas un danger majeur pour les humains, mais ils peuvent endommager les récoltes et perturber le trafic aérien. Les autorités préconisent cependant le port d'un masque pour les personnes qui auraient des problèmes respiratoires. Outre les interventions d'extrême urgence comme la construction de digues, les autorités civiles sont tenues d'expliquer à la population les risques liés au volcan. Il existe différents niveaux d'alerte et d'évacuation établis selon des modélisations physiques numériques. Les bâtiments sont construits et adaptés selon ces différents scénarios à partir de cartes de risque. Le premier jour de l'école, et à la maternelle par exemple, nous commençons à faire des exercices de prévention en cas de tremblement de terre. Et ce sont des exercices très importants parce que nous vivons avec le volcan. Donc en commençant, il y a la police, et la mairie aussi. Et on commence par exemple avec, il faut sonner l'alarme, et en commençant à nous mettre en bas de la table, ou s'il y a quelqu'un par exemple aux toilettes, ils nous enseignent à nous mettre où il y a les angles de mur. Et il faut compter jusqu'à 10, le temps qu'en cas de tremblement quelque chose tombe. Et après il faut sortir un derrière l'autre sans avoir vraiment peur, parce que il comporte de créer une situation de panique. Donc très tranquillement, ils nous habitent surtout à faire ça, parce que s'ils nous voient que nous sommes paniqués, ils nous font la refaire. Donc un après l'autre, nous sortons dehors, et après il faut nous compter pour voir surtout si vraiment tout le monde est sorti de l'école, ou du bureau, ou dans un magasin aussi. Ils font ça pas seulement à l'école. Nous commençons par l'école, par la maternelle, mais aussi dans les bureaux, dans les magasins, dans les supermarchés. Il faut. Si sente, ci dovevano mettere tutti sotto i banchi, poi riscatta e dobbiamo andarcene fuori, e vengono sempre i pompieri. Una volta è successo che noi abbiamo sentito tipo qualcosa, infatti tremava tutta quanta la classe, tutti quanti i banchi. Io dicevo, ma che cos'è, che cos'è? Infatti subito dopo 3 minuti, ma che cos'è? Ho scattato l'allarme, ho capito che cos'era, sarà un terremoto. Che cos'era? Non era un terremoto, era i muratori con il coso che facevano rumore, quindi faceva tutto quanto. Io, infatti la campanella, il signor Vinci, che è il bidello, ha pensato proprio come me che era questa cosa qua, perché può succedere da un momento all'altro. Quand on est descendu vers la gîte où on s'est arrêté, on voyait beaucoup de sapins qui désormais ils ont un âge de 10 ans et plus. Et ça, je trouve très fascinant de voir comme la nature gère
Ce qui pour nous c'est de la destruction et la dévastation, en réalité c'est simplement de la création cyclique. Non, c'est très important de comprendre que tout ce qu'on voit et ce qu'on verra dans cette journée, ce que vous avez déjà vu dans ces jours-ci, tout ça existe seulement grâce à ce volcan. Ci sono I lati buoni, ci sono I lati non buoni. Un rischio per il nostro vulcano, per l'Etna, è quello che non sempre manda la lava, può fare anche una bocca qua sopra, lo controlla. L'Etna è un grande serbatoio di acqua, qua l'acqua non manca perché la neve, il ghiaccio sopra, poi scendono e qua troviamo l'acqua alle falde. Grazie anche al vulcano abbiamo un buon clima. Diceva una volta un sindaco di qua di Zafferana, diceva l'Etna per noi è una croce e una delizia. Bien que le volcan soit source de destruction et doive donc être soumis à une surveillance permanente, il produit la roche nouvelle et participe à fournir l'eau et les éléments nécessaires aux cultures de la Sicile. À son pied, ses habitants poursuivent leur existence, quoi qu'il arrive. Ils naissent, vivent et meurent à l'ombre du volcan. Ustedes se la costumbre,